Cette 22e édition est décidément pleine de surprises et de bonnes surprises puisque nous continuons sur le studio on-site à recevoir les intervenants au fur et à mesure de la journée. Et là, on vient de terminer un panel extrêmement intéressant avec plein de monde, sponsorless, les dirigeants à la manœuvre. Alors 2 intervenants sont venus avec nous pour prolonger un petit peu l'échange. D'abord, à ma gauche, Olivier Mortier, Managing Partner, fondateur de Mortier Associés. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et à ma droite, Philippe Dutheil, partenaire Ciparex Mezzanine. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, on a donc 2 personnes qui agissent soit en player, soit en conseil sur les deals quotidiennement sur le sponsorless. On voit bien que la situation de marché fait que le sponsorless pourrait avoir une belle opportunité de développement dans les prochains mois, les prochaines années, a fortiori avec les sujets que connaissent les fonds sur le fundraising, mais on y reviendra peut-être. Donc finalement, quand on se retrouve dans une telle situation, mais qu'en plus on connaît les avantages de ce que ça peut, on va dire, des avantages d'une telle opération pour le management, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, fin 2023, qu'une opération sponsorless, finalement, c'est le véritable saint Graal pour un dirigeant? Olivier, Philippe. Est-ce qu'on peut se le dire? Ah oui, on peut se le dire complètement. Je vais même vous dire que c'est réellement le cas, et pas seulement en 2023. Ça fait déjà quelques temps que c'est clairement un type d'opération qui parle aux dirigeants et qui les motive en fait. Alors, peut-être pourquoi ça serait le saint Graal pour un dirigeant? Je pense 2 aspects principaux. Le sponsorless dans sa structuration permet aux dirigeants de reprendre le contrôle et d'être maître d'une certaine façon de sa feuille de route et de son développement, tout en étant accompagné par un fonds de private equity avec tout ce que ça implique et ce que ça peut apporter dans la croissance et le développement d'une entreprise. Donc c'est clairement une structuration, quand elle est possible, qui permet à des dirigeants d'accélérer leur développement, leur croissance et de reprendre le pouvoir et le contrôle. Merci Philippe. Bon, vous êtes un acteur de ce marché, donc je me doute que vous n'alliez pas me dire que le sponsorless est une mauvaise idée, mais effectivement, on voit bien que ça se développe bien. Olivier, de votre côté, en tant que conseil, vous pourriez être amené à travailler sur un sponsorless comme sur un deal avec un sponsor. Pourquoi c'est le saint Graal pour un dirigeant et spécifiquement peut-être pour les années à venir? Alors, le sponsorless peut être un saint Graal pour les dirigeants à condition que toutes les conditions soient réunies. La première condition pour moi, c'est qu'il y ait une vraie conviction et une confiance du dirigeant dans son business plan et a fortiori dans son business model. Dans ce business plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire une forte visibilité de sa part sur la génération des free cash flow, une assurance de pouvoir tenir son engagement, sa promesse de délivrer ces free cash flow-là. Ça veut dire que on doit pouvoir, nous, s'assurer de stresser les free cash flow pour avoir suffisamment de zones de prudence pour assurer aux dirigeants et au fonds sponsorless une sérénité tout au long de la période pour que l'opération se réalise en toute sérénité. Alors je le disais en introduction, on est dans une période propice au sponsorless en termes de situation de marché macro, ou alors c'est challenging parce que justement avoir confiance en son BP en ce moment c'est compliqué. Encore une fois, ça s'adresse pour moi à certains secteurs d'activité ou à des business models pour lesquels par exemple on a une forte récurrence de chiffre d'affaires ou des carnets de commandes qui représentent un pourcentage important sur le volume d'affaires de l'année qui vient. Ça peut être aussi le cas sur des activités de contrat long terme. A contrario, je déconseillerais à un dirigeant qui exerce sur une activité cyclique de s'orienter sur du sponsorless parce qu'il va s'exposer à des soubresauts de son activité, donc une dangerosité sur sa génération de free cash flow. Oui, non, c'est des bonnes remarques qu'on dit souscrit. C'est vrai que ce sont des typologies d'opérations qui s'adressent à l'entreprise, qui ont un historique quand même de prouvé de résilience et de solidité en termes d'activité, mais qui sont quand même bien indiqués sur des entreprises qui présentent un profil de croissance intéressant, parce que le sponsorless rééquilibre clairement à l'avantage des dirigeants actionnaires la création de valeur à venir. Donc dans cette configuration-là,
Et c'est ce que dit Olivier, en fait. À partir du moment où on a une équipe de management solide et qui a un degré de confiance suffisant dans sa création de valeur, en général, le calcul est assez rapidement fait et ils optent souvent pour ce type de structuration qui va dans leur sens en termes de création de valeur. Pourquoi il n'y a pas plus de sponsorless? On observe que c'est une tendance de fond qui est en train de se développer fortement. Nous en tout cas, il y a encore 7 à 8 années, on ne travaillait pas pour des fonds sponsorless. À contrario de maintenant, on voit que de plus en plus, on conseille de plus en plus d'opérations pour ces fonds-là. Donc pour nous, il y a une véritable tendance de fond. Il y a une vraie tendance de fond, mais pourquoi il n'y en a pas plus, encore plus vite? Oui, non, tout à fait. C'est relativement récent comme type de structuration. On va dire ça a pris son essor vraiment sur les 10 dernières années avec une accélération ces dernières années. Moi, je pense que en fait, en termes de croissance, il y a plus de sponsorless que l'on pense en fait. Et un certain nombre de fonds déjà d'equity minoritaire structurent leurs opérations un peu de cette façon-là. Et donc le marché n'est pas très bien quantifié, mais beaucoup de fonds d'equity minoritaires de plus en plus structurent les opérations avec des couches d'obligations assez importantes, significatives, et qui se rapprochent en fait de plus en plus. Donc en fait, on a un marché qui est peut-être pas très bien identifié et qualifié, mais qui est en fait assez profond. Et nous, ce qu'on constate, c'est que chaque année, il y a 10-15% d'opérations de plus en fait, qui sont vraiment estampillées sponsorless. Et probablement qu'avant, on en faisait sans savoir que c'était du sponsorless. On a une idée sur le volume global de transactions à l'année, le pourcentage d'opérations qui sont sponsorless. Moi, on n'avait pas préparé, hein. Donc vous avez le droit de me dire, j'en sais rien, mais est-ce que vous avez une idée? On parle de quoi? De 1 pour 5, 1 pour 10, 1 pour 20? C'est difficile à évaluer, il n'y a pas de stats vraiment précises. Nous, on suit, mais notre segment de marché qui va être le small, lower, mid cap, donc on n'est pas sur tout le segment du marché, mais on évalue à peu près une cinquantaine d'opérations par an qui sont vraiment spotées, identifiées, sponsorless. Et ce que je vous dis en croissance, parce qu'il y a encore peut-être une dizaine d'années, c'est peut-être une vingtaine d'opérations, donc tout ça augmente de façon assez significative chaque année. Alors on pourrait demander par exemple à France Invest qu'ils affinent et qu'ils précisent leurs statistiques, parce que justement, on a préparé, on n'a pas la réponse à votre question, tout simplement parce que sur les bases de données, il n'y a pas de sous-catégorie sponsorless aujourd'hui dans les bases statistiques ou dans les différentes études qui sont réalisées. Et ça pourrait être intéressant. Juste peut-être ajouter une chose, les opérations sponsorless vis-à-vis des dirigeants, vous demandez pourquoi il n'y en a pas plus que ça. Ça s'adresse aussi pour moi à des dirigeants actionnaires qui ont déjà une certaine sophistication financière. Ça veut dire que ça s'adresse à des initiés de la finance. Pourquoi? Parce que ça s'adresse à des personnes qui sont en capacité de projeter un business plan avec un EBITDA, une capacité à projeter une génération de BFR et de free cash flow. Et ça demande donc une certaine culture financière. Le message, je crois, est passé chez France Invest. Et de toute façon, Philippe, je crois, connaît le président de France Invest assez bien, avec Bertrand. Donc, le message est passé. Nous revoyons donc l'année prochaine avec Syparex, avec France Invest, avec évidemment Mortier Associés, pour faire le point sur le développement de ce marché porteur qui, du coup, on l'aura compris, est le saint graal des dirigeants qui souhaitent bien valoriser leur croissance à leur profit. Merci beaucoup et très bonne journée à tous.